Clients, chers consommateurs, merci de nous faire confiance, merci de nous suivre dans le cadre de la défense des consommateurs que l'on mène depuis maintenant tant d'années, plus de 20 ans. Voilà. Alors aujourd'hui, je vous propose un sujet super intéressant, un sujet d'arnaque sur la question de la vente automobile. Vous avez tous un jour été contraints ou été impliqués dans le cadre d'une vente entre particuliers, c'est normal, c'est ce qui se fait régulièrement. Et vous avez tous aussi eu un litige, je le pense, en tout cas une situation conflictuelle avec soit un particulier, soit un professionnel. Et aujourd'hui, justement, on a un cas pratique à vous faire démonstration, à vous expliquer pour que vous puissiez vous prévenir et mieux vous protéger dans l'avenir, tout simplement. Alors, dans le cadre de ce document vidéo, on va en premier lieu évoquer la question des négociants, à ne pas mélanger avec de véritables garages des professionnels de l'automobile, qui est une question au cœur de tous les débats. Il y a beaucoup de litiges, simplement parce que chez les négociants, il y a beaucoup de choses pas très professionnelles que l'on peut constater. Voilà. Et puis ensuite, dans le deuxième volet de ce document, on va évoquer justement le cas pratique de l'un de nos clients qui a eu à vendre donc son véhicule, une Alfa Romeo diesel, à un particulier. Et la crème de la crème dans ce dossier, c'est qu'en réalité, comme c'est le cas régulièrement, on a toujours une situation litigieuse où c'est le vendeur qui est en faute. Et bien cette fois-ci, c'est la solution inverse, puisque on a un acquéreur qui est de mauvaise foi et on va vous donner les éléments juridiques. On va s'adapter à ce litige et vous montrer comment qu'on peut se sortir justement d'une telle et pareille situation. Voilà. L'objectif, c'est de donner des armes juridiques et d'essayer de comprendre comment qu'un juge statue dans ce type de dossier. Voilà. Alors, c'est parti. Premier point, bon, on va traiter donc, comme on l'a dit, la question des négociants. Vous savez qu'aujourd'hui, de plus en plus, et surtout sur notre secteur, puisqu'on est aux abords du Benelux, des frontières européennes, avec la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Allemagne. Et donc, on a un marché qui explose au niveau des négociants. Tous les deux trottoirs, il suffit de taper dans un arbre et vous avez 10 négociants qui sortent de nulle part et de partout et d'ailleurs. Pourquoi ? La réponse, elle est très simple à cette question. C'est qu'on est dans une situation économique sectorielle qui penche pour cela, puisque l'appât du gain est énorme, il faut bien comprendre. Quand on est négociant aujourd'hui, on achète en gros dans les concessionnaires qui, eux, ne souhaitent plus maintenir, garder des véhicules sur lesquels ils font des reprises, des véhicules de plus de 8 ans. Donc qu'est-ce qui se passe ? Ce sont des véhicules qui sont destinés, ce que l'on appelle dans le jargon, à marchand. Et donc, les négociants arrivent sur le secteur, puis qui viennent récupérer les véhicules, en gros, qui payent un prix de lot, on appelle ça. Et donc, qui payent des véhicules pas chers. Mais par contre, on ne connaît pas l'état de ces véhicules. Voilà. Le problème des négociants, c'est que, il faut le savoir, dans 99% des cas, ce sont des gens qui n'ont pas de compétences, qui exercent illégalement des métiers de l'automobile. C'est la vérité. Et on le vérifie régulièrement. Nous, quand on reçoit souvent des clients qui sont fait arnaquer, lésés, par justement ce type de personnages sans fondement, sans justificatif, et qui, parce qu'ils ne savent pas faire autre chose, vendent des véhicules. C'est ça la vérité. Donc on achète puis on vend, à peine acheter le véhicule, qu'on le met sur le Bon Coin ou tout autre site marchand, sans vérifier l'état, souvent avec des contrôles techniques qui ne sont pas authentiques, parce que, je le dis souvent, c'est la triangulation, négociant, garagiste peu scrupuleux,
souvent au black, souvent du travail dissimulé, travail au noir, comme on le dit communément. Et puis contrôle technique inauthentique, c'est-à-dire un contrôle technique frauduleux. Voilà. Il n'y a encore pas si longtemps, on le vérifiait avec une cliente, une jeune demoiselle de 18 ans qui venait d'acheter une 207 HDI, qui s'est retrouvée avec un contrôle technique vierge, mais qui, une fois avoir payé le négociant, en repartant de chez lui, au premier coup de freinage, c'était un bruit de freinage rauque, un raclement, les plaquettes et les disques étaient totalement HS, plus de matière. Donc, comme on dit, mort au tournant. Donc attention à tout cela. Et la mère qui lui dit, ma fille va faire un contrôle technique dans un autre centre. Et là, on avait toute une liste sur le contrôle technique. Voilà, attention donc, lorsque vous achetez un négociant et non pas un garagiste qui a pignon sur rue, tout simplement. On fait attention à qui on s'adresse. On prend quelques renseignements avant de se diriger chez lui. C'est le bon sens, c'est les bases, c'est l'ABC. Voilà. L'intérêt des négociants, c'est quoi? C'est de vendre rapidement, de vendre vite et de casser les prix. Pourquoi? Parce qu'en cassant les prix, on va vendre plus vite forcément. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un système où les Français aiment bien se faire arnaquer. Ils pensent que pour éviter l'arnaque, il faut éviter les gros prix. Et ils pensent qu'en allant au plus bas coût, on a affaire à quelqu'un d'authentique et de sérieux. Mais c'est tout le contraire. On le voit déjà dans les métiers de l'automobile, après-vente, dans les prestations de services. Les prix cassés, c'est idéalement les prémices de l'arnaque. Un adage d'un grand expert automobile, on le répète si souvent, ce n'est pas ce que vous payez le moins cher qui vous coûtera le moins cher. C'est ça la vérité. Donc faire très attention. Et malheureusement, dans la négoce de vente automobile à particulier, les véhicules d'occasion, ça se vérifie encore plus que dans les prestations de services. Donc faire très attention à cela. Donc, le problème c'est quoi? C'est qu'on vend au plus vite, on casse les prix. Le problème c'est que ce sont des véhicules qui sont truffés de vis cachés. Sauf que quand le consommateur a acquis le véhicule, et quand il s'en rend compte du vice ou de la panne, etc., c'est bien trop tard. Le véhicule est payé, il est acquis, et on ne peut pas revenir en arrière. C'est délicat, sauf à faire la démonstration d'un vice caché. Sauf qu'on a souvent affaire, dans, encore une fois, 99% des cas, à un négociant qui se constitue à l'euro symbolique, avec une entreprise qui est clairement frauduleuse, puisqu'on l'a déjà dit dans l'une de nos dernières vidéos de défense du consommateur. Aujourd'hui, on a toute une cinématique qui permet de faire en sorte l'exponentialité des escrocs. Pas de contrôle de l'URSSAF, pas de contrôle de l'administration fiscale, des réformes qui vont dans le sens de l'escroquerie, la crise des subprimes depuis 2008, tout est fait pour aider les escrocs finalement. C'est dramatique, c'est grave. Il va falloir vite réformer pour essayer de retourner la situation actuelle. C'est pour ça que nous, on est contraints de faire de l'information objective pour essayer de protéger nos consommateurs, nos concitoyens, peuple de France. C'est le minimum que l'on puisse faire à l'appui de notre compétence juridique. Voilà, on l'a mieux donc évidemment au service de nos consommateurs, à votre service. Sauf si vous êtes un escroc. Maintenant qu'on a fait le point sur la situation sectorielle, économique, une fois qu'on a compris quelle était la situation entre les négociants et la vente à particulier, sur la vente notamment de véhicules d'occasion, il convient d'évoquer la question des garanties professionnelles. Aujourd'hui, vous avez tout un tas de négociants qui vous font croire que le véhicule est garanti, etc. Il faut savoir que légalement, l'obligation légale, c'est l'obligation de garantie contre les vices cachés, c'est-à-dire l'obligation contractuelle de 3 mois minimum. Voilà. Dès que vous avez un véhicule qui a plus de 8 ans, un négociant va vous proposer une garantie de 3 mois. Le problème, c'est que, là encore, dans quasiment 100% des cas, c'est une garantie qui n'existe pas. Je m'explique. Un négociant vous met une
une option manuscrite sur votre facture au moment où vous faites la transaction, fait croire donc qu'il existe une garantie de 3 mois moteur boîte pompe. Même si c'était le cas, il faut quand même le savoir que c'est une garantie qui n'a aucune valeur. Puisque faut qu'il y ait un pont déjà, on est bien d'accord, sauf que si vous n'êtes pas sur un véhicule allemand, il n'y a pas de pont. Hein. Après, il faut que la boîte de vitesse, il faut qu'il y ait une casse de boîte de vitesse. Là, on ne parle pas de mécanisme d'embrayage, de problème d'usure, on est bien d'accord. Sauf que dans un cas sur 10, vous avez une casse de boîte de vitesse. Je dirais même un cas sur 100. Pour le moteur, c'est pareil. Il ne suffit pas qu'il y ait un problème de courant de distribution ou un problème divers et variés. Il faut qu'il y ait une casse moteur. Et là, ensuite, c'est pas fini. Il faut engager, diligenter une procédure avec une expertise judiciaire. Donc c'est pas rien. Un expert va être mandaté, etc., sous la commission d'un huissier de justice, du constat d'huissier, etc. Donc c'est une procédure extrêmement longue. Puis il faut bien le dire, les consommateurs lâchent l'affaire bien avant, donc terminé, fin de l'histoire. Donc cette garantie, lorsqu'elle est authentique, lorsqu'elle existe, elle ne sert à rien. Il faut être clair. Deuxième point, dans, on va dire, 70% des cas, elle n'existe pas. 7 cas sur 10. Pourquoi? Parce que légalement, le fait d'écrire sur la facture concernant une négociation qui a une garantie 3 mois, ça vaut rien du tout. Ça n'a pas force probante. Pour avoir la certitude de la garantie qui est appliquée à votre véhicule, ce que vous venez d'acquérir, il faut que le négociant vous fasse signer un document en triple exemplaire. Là, nous, on a un document de chez Octaven qui est très bien, qui a un organe d'assurance, parce qu'il faut bien comprendre que ce n'est pas le négociant qui fait la garantie. Le négociant est assujetti à un organe de garantie qui, lui, va appliquer la garantie à votre véhicule, lequel vous venez d'acquérir. Donc, on va vous montrer, vous avez dedans 3 dépliants, 3 exemplaires, une partie blanche, sur lesquelles on va renseigner votre véhicule, celui que vous venez d'acquérir, les données clients, donc les vôtres, les données du négociant, etc., l'adresse, et puis le type de garantie, grosso modo. La deuxième, celle-là, c'est celle qui va être vous être remis, sauf que c'est rarement le cas avec les négociants. Est-ce que vous avez signé ce type de document identifiant une pseudo-garantie, une potentielle garantie, pardon? Non? Nous on le sait, on le voit régulièrement. Les gens pensent avoir une garantie, en réalité, ils n'en ont pas. Deuxième, pour le négociant, pour ses archives, c'est normal. Et puis troisième, encore pour le négociant, mais celui-ci va l'adresser donc dans les 15 jours à l'organe de garantie, donc Octaven, pour que celui-ci vous adresse cette fois-ci ce carnet de garantie avec toutes les conditions réelles les conditions de garantie, simplement, qui s'appliquent au véhicule que vous venez d'acquérir. Voilà. Sauf que ça, c'est jamais fait. Pourquoi? Parce que le négociant, il se dit, déjà, il sait que dans 99% des cas, c'est une garantie qui ne servira pas. Donc c'est pour ça, la garantie au négociant, elle lui coûte une garantie la minimale. Ça coûte quand même 90-100 euros. Il préfère le mettre dans la poche, puisqu'il se dit de toute manière, dans tous les cas, de toute façon, la garantie, elle ne servira à rien. Le négociant, il n'applique pas de garantie, il vous fait croire que si, en mettant une option manuscrite sur la facture, tout simplement, vous êtes tombé dans le panneau, et lui, il a tout à y gagner, puisqu'il récupère encore les 90 euros qu'il aurait dû payer à l'organe de garantie. Voilà le problème des garanties, donc il faut faire très attention. Vous voulez avoir la certitude que votre véhicule est réellement garanti, il faut vraiment que vous repartiez au moment de la transaction, de l'échange commercial, avec un document qui atteste qu'effectivement vous avez une garantie. C'est tout. Donc, une fois que vous avez la carte grise du véhicule, que vous avez les documents de cession de véhicule, les documents légaux, CERFA, et la facture, il vous faut encore un autre document qui évoque évidemment finalement la garantie de véhicule. Voilà. Sauf que ça, rarement les gens qui viennent nous voir après un litige avec un négociant l'ont obtenu. Donc il faut faire très attention. Voilà. Ensuite, problème de compteurs kilométriques qui sont descendus, etc., qui ne correspondent pas à la réalité. Il faut savoir que dans pareil cas, vous pouvez remettre en cause la vente du véhicule et plaider finalement devant les juridictions civiles la nullité, c'est-à-dire rendre caduque la vente.
Voilà, vous pouvez plaider la nullité de la vente, tout simplement parce que la chose vendue ne correspond pas à laquelle vous croyez avoir acquise, tout simplement. Donc, il faut faire très attention à cela. D'ailleurs, c'est l'article 1641 du Code civil qui prévoit la règle de procédure et la réglementation liée au contrat civil qui s'exécute de bonne foi. Voilà. Le conseil de bon sens que je peux donner, que je peux apporter, c'est tout simple. C'est lorsque vous allez voir un véhicule chez un négociant, parce qu'il faut bien se dire une chose, il y en a de plus en plus, il n'y a plus que cela, tant et si bien que lorsque vous allez sur les sites marchands de véhicules d'occasion, vous ne trouvez plus de vente à particulier, où il est très difficile, puisque le marché est totalement colmaté par ces négociants. Et c'est bien pour cela d'ailleurs que le marché est même faussé, truqué, puisqu'aujourd'hui, quand vous êtes un garagiste traditionnel de qualité, vous ne pouvez plus vendre votre véhicule au bon prix, puisque de toute manière, le consommateur, lui, va trouver exactement le même véhicule, avec moins de kilomètres, mieux équipé, plus d'options, à moindre prix. Souvent 1000, 2000, 3000 euros moins cher. Bon, ça dépend, c'est exponentiel en fonction de la valeur de départ du prix vendu. Mais on en est là aujourd'hui. Donc il faut faire très attention au prix cassé. Lorsque vous voyez un véhicule qui est beaucoup moins cher que les autres sur une même définition, attention. Donc le conseil de bon sens que je donnerai tout simplement, c'est que lorsque vous allez chez un négociant, le véhicule, si vous avez un carnet qui n'est pas à jour, le carnet d'entretien du véhicule, ou si vous n'avez pas de carnet d'entretien, laissez tomber. Les factures d'entretien régulier, si vous n'avez pas de facture, au moins 3 ou 4 factures, une ou deux, ça ne suffit pas, mais au moins 3 ou 4 factures qui permettent finalement de corroborer le kilométrage que vous pouvez constater au tableau de bord. Si vous n'avez pas un certain nombre d'éléments lors de la vente sur le véhicule, eh bien n'achetez pas tout simplement. Et surtout, ne soyez pas attiré, dupé par la pseudo-bonne occasion que vous avez devant vous. Ça n'existe pas, il n'y a pas de bonne occasion. Le monde de bisounours, c'est ailleurs, c'est pas ici. Donc à un moment donné, si vous avez affaire à un négociant, si vous avez affaire à un véhicule qui n'a pas de facture, dont le carnet n'est pas à jour, et à un moment donné, il faut se dire que dans l'historique véhicule, il y a des manques. Et c'est jamais bon signe. Ça, je vous le dis. Donc, faire très attention à toutes ces questions-là. Voilà. Et d'une manière globale, générale, mieux vaut acheter un véhicule dans un garage qui a pignon sur rue. Hein. Donc, pour cela, il suffit d'aller sur société.com, tout simplement. Et vous prenez le numéro de SIRET, c'est-à-dire l'identification de l'entreprise. Et si l'entreprise n'a pas au moins 4 ou 5 ans d'arriéré, franchement, barrez-vous. N'achetez pas. Je dis, ça ne vaut pas le coup de prendre le risque d'acheter un véhicule pas cher si derrière, ça vous coûte des mois, des années de procédure. Peut-être même que vous ne pourrez rien faire, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, lorsque le litige devient trop complexe, eh bien, on a des entrepreneurs et pseudo-négociants qui font une radiation d'entreprise, ça veut dire qu'au civil, vous n'avez plus aucun moyen d'action pour aller devant le juge. Il faut attaquer au pénal, sauf qu'au pénal, il faut des faits, il faut des preuves. On ne dépose pas une plainte pénale devant le doyen des juges d'instruction comme ça. Hein, on est bien d'accord, voilà. Donc faire très attention à cela. Ensuite, je ne dis pas que tous les négociants sont les mêmes. Nous, on en connaît sur notre secteur qui sont très bien. Mais la majorité exerce totalement illégalement, qui cause donc de la concurrence déloyale à de vrais vendeurs automobiles, des vrais garagistes, hein, comme il y en a quand même pas mal sur le secteur. Maintenant, on va évoquer donc le deuxième volet, le cas pratique de l'un de nos clients qui a vendu donc son véhicule particulier, après avoir fait un décalaminage chez nous, à un particulier. Et donc, c'est l'acquéreur qui est de mauvaise foi, puisqu'on va vous en faire la démonstration, et non pas notre client, c'est-à-dire le vendeur. Voici, c'est l'inverse. Mon client qui a vendu son véhicule et qui a expliqué lors de la vente, parce que la question, c'est la question de la cour de distribution. C'est con, mais on revient toujours sur cette histoire de cour de distribution dans les litiges finalement. Pourquoi ? Parce que la cour de distribution, c'est un élément super essentiel, extrêmement important dans la vie d'un véhicule, d'un moteur, on le sait.
Alors, mon client n'a jamais eu de facture de la cour de distribution déjà quand il a acheté son véhicule. C'est pour ça qu'il a indiqué à l'acquéreur effectivement que la cour de distribution n'avait pas été faite et qu'il n'avait donc pas de facture, etc. Donc on a un acquéreur qui achète en toute connaissance de cause. On est bien d'accord. Le problème qui s'est posé, c'est que quelques mois plus tard, 2 mois en réalité, 2 mois plus tard, l'acquéreur n'avait toujours pas remplacé la cour de distribution alors qu'il savait qu'elle n'avait pas été faite et qu'on était sur un véhicule qui avait quand même à peu près plus de 10 ans. Une Alfa Romeo diesel, je le rappelle. Ce qui se passe, c'est que 2 mois après avoir acquis donc le véhicule à mon client, eh bien il y a casse moteur. Le moteur casse, etc. Et puis on constate vite que c'est la rupture de la cour de distribution. Et donc, suite à cet événement tragique, l'acquéreur vient tout remettre en cause, le contrat de vente, pourtant réalisé entre particuliers, on est bien d'accord, vient dire que mon client est le pire des pires, etc., qu'il lui a vendu un véhicule avec une cour de distribution qui n'était pas faite, etc. Donc là, on est vraiment dans un contexte de mauvaise foi, puisqu'il le savait. Mais on a un autre élément à démontrer pourquoi l'acquéreur est réellement de mauvaise foi à double titre. C'est qu'au moment, pour revenir en arrière, au moment de la vente du véhicule, mon client, sur les documents CERFA, les documents légaux finalement de vente, eh bien, il notifie véhicule vendu dans l'état. Il notifie également sur la carte grise, quand il barre la carte grise au moment de la vente, véhicule vendu dans l'état. Alors même que le véhicule a un contrôle technique vierge. Et d'ailleurs, même si aujourd'hui l'acquéreur n'a pas remis en cause le contrôle technique, il pourra toujours essayer de le faire et faire un autre contrôle technique dans un autre sens. Il verra bien que le véhicule est vierge. Parce que le véhicule, nous on l'a vu, on sait qu'il est tip-top, il est nickel. Voilà. Dans le cadre de la vente, on n'existe pas, c'est bien une vente entre particuliers, entre mon client, à particulier entre mon client et son acquéreur. Fin de l'histoire. La vente a d'ailleurs été faite chez mon client. Nous, on n'a rien à voir dans cette histoire-là. Voilà. On ne fait que rapporter les faits. Alors, il faudra m'expliquer comment est-il possible d'avoir un contrôle technique vierge, authentique, sans le moindre défaut, sans la moindre défaillance, qui en même temps indiqué sur le contrat de vente, les documents de cession, CERFA, les documents légaux, véhicule vendu dans l'état, et y compris sur la carte grise. C'est bien que derrière, il y avait quand même un élément substantiel qui n'allait pas. Et qu'est-ce qu'il y a de substantiel sur un véhicule automobile, mis à part la cour de distribution? C'est pour ça que le juge, lui, il va quand même se poser des questions. Il va se dire, il y a quelque chose quand même. Parce que si le véhicule est nickel, si le contrôle technique est vierge, on ne peut pas dans le même temps venir dire vente, vendu dans l'état, véhicule vendu dans l'état, on est bien d'accord. C'est qu'il y avait un élément en substance qui n'allait pas, la cour de distribution. Voilà. Et par ailleurs, le client, par le biais de son avocat qui vient remettre en cause la chose vendue, comme il est d'ailleurs défini dans le cadre du vice caché de l'article 1641 du Code civil, Code de procédure civile, il évoque par exemple que la chose est vendue de manière impropre à celle que l'acquéreur croyait être. Ah bon? Faudra qu'il explique pourquoi, dans ce cas-là, pendant 2 mois, il roule parfaitement avec le véhicule. Parce que dans ce dossier, l'acquéreur a indiqué textuellement, et on a rapporté la preuve, qu'il avait pu rouler 1700 km durant ces 2 mois. C'est-à-dire entre le moment de la vente et le moment de la casse moteur. Donc c'est que le véhicule était en parfait état au moment de la vente et pendant 2 mois. Voilà la vérité. Donc, s'il y a casse et rupture de la cour de distribution, c'est l'acquéreur lui-même qui rapporte la preuve au juge qu'il y a eu un problème de cour de distribution, c'est-à-dire que
cas d'action en justice, en tout cas en cas de poursuite pour l'action en justice, saura qu'effectivement, l'élément de fait, pourquoi le vendeur, c'est-à-dire mon client, avait effectivement notifié sur les actes de vente vendus dans l'État, le rapport est effectivement lié à la croix de distribution. Donc, sans le savoir, l'acquéreur se tire une balle dans le pied, puisqu'il apporte un indice, un élément grave et concordant au juge, toujours dans le cadre d'une action en justice, sur le pourquoi, quel est l'élément qui a permis à mon client, c'est-à-dire le vendeur, de notifier sur les actes de vente et la carte grise vendue dans l'État alors que le véhicule bénéficiait d'un contrôle technique vierge, c'est-à-dire potentiellement d'un véhicule en parfait état. Voilà. Et si on dit tout cela, il faut rapporter un élément important, parce que finalement, si on reste neutre, on peut se positionner d'un côté ou de l'autre, mais je rappelle que en droit français, la législation civile, c'est le principe du renversement de la charge de la preuve. C'est donc à l'accusateur de rapporter la preuve du vice. Sauf que là, la preuve n'est pas rapportée. Et du même coup, lorsque le juge statue, eh bien, le doute profite toujours à l'accusé, surtout s'il n'y a pas suffisamment de charges. Voilà la vérité. Voilà pourquoi mon client ne pourra jamais subir une condamnation et pourquoi finalement le plaignant sera débouté de son action de justice, ce qui lui vaudra d'ailleurs une contre-plainte de mon client en procédure abusive. Je rappelle quand même, en cas de procédure abusive, le risque c'est 3 000 € de dommages et intérêts. Voilà, en tout cas c'est ce qui est prévu par le code de procédure civile. Voilà. Donc, voilà, la morale de cette histoire c'est que c'est pas parce qu'on dépose une plainte contre vous que vous êtes forcément en tort. Il faut se battre, il faut regarder, analyser le dossier, prendre un avocat, faire le point. C'est ce que nous, on ferait en tout cas. On prendrait le conseil de notre avocat pour voir où est-ce qu'on va. Est-ce que la plainte est fondée, etc. Bon, pour ce qui nous concerne, c'est différent parce que, voilà, nous sommes déjà des professionnels du droit. Voilà. Mais même là encore, rien ne nous empêcherait de prendre le conseil de notre avocate pour essayer de savoir comment se positionner dans tel ou tel litige. Voilà. Il ne faut pas avoir peur de prendre le conseil d'un professionnel du droit. Un avocat, un juriste ou je ne sais pas, un expert comptable, etc. Le but, c'est de mieux préparer votre défense. Voilà. Et quand on est novice en matière de droit, eh bien, le fait de réagir promptement, c'est jamais la bonne solution. Voilà. Vaut mieux rester posé, prendre du recul et analyser le dossier, les faits, etc. Voilà. C'est ça la vérité. Voilà, donc pour terminer, je vais rappeler l'article 1641 du Code civil, sur d'ailleurs lequel se fonde un certain nombre de jurisprudences qui pourront largement aider plutôt mon client que, dans ce cadre de ce litige, que l'acquéreur, c'est-à-dire celui qui a attaqué mon client en justice, diligenter une procédure abusive, soyons clairs. C'est ce qu'on a expliqué d'ailleurs à notre client. On lui a dit pas de s'inquiéter de ce dossier-là, mais surtout de ne pas faire accord amiable. Celui qui est en tort est en faute, c'est l'acquéreur et pas vous. Donc surtout ne pas contacter, pas de SMS, pas d'appel téléphonique, rien du tout. Aucun contact à partir du moment où on est entré dans le cadre d'une action en justice. Voilà. C'est comme je le dis souvent, quand un dossier juridique profite à une partie plutôt que l'autre, il n'y a aucune raison de transiger, de faire un accord à l'amiable. Et si l'autre partie souhaite se tirer une balle dans le pied et aller en justice, qu'il le fasse. C'est ce qu'on conseille à notre client, de le laisser faire, justement, d'entrer dans son jeu. Et puis en justice, l'autre partie va prendre cher, hein, l'acquéreur, puisque, comme je l'ai indiqué à mon client n'a absolument rien à se reprocher dans le dossier, en tout cas juridiquement parlant. Voilà.
Voilà, donc l'article 1641 du Code civil, le vice est un défaut de la chose qui la rend impropre à l'usage auquel on la destine, ou diminue tellement cet usage que l'acheteur n'en aurait donné un moindre prix, ou ne l'aurait pas tout simplement acquise. Voilà quelles sont les grandes lignes de l'article 1641 du Code civil sur le droit des contrats et puis l'obligation de bonne foi sur le droit des contrats. Voilà, donc merci à tous pour cette vidéo. Ce fut un plaisir pour nous. Et je le rappelle, voilà, si jamais vous avez un litige, un contentieux, dans le cadre d'une vente de véhicules d'occasion, entre soit un négociant et un particulier, ou même entre deux particuliers, c'est-à-dire vous et un autre particulier, eh bien vous pouvez nous contacter, on peut vous donner des armes, on peut vous protéger, vous dire, déjà vous donner un avis juridique, et puis si le dossier est trop complexe, on peut vous renvoyer vers notre avocate qui est vraiment très compétente, qui est d'ailleurs la meilleure du secteur, hein, c'est bien pour ça d'ailleurs qu'on travaille avec elle depuis plus de 15 ans, quasiment 15 ans. Ouais. Voilà, donc merci à tous, c'était Desoto Transact Talent, réseau plus que pro pour la défense du consommateur. Merci à tous.